Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission Dossier brûlant, votre émission qui analyse, décrypte et qui passe en revue l'actualité nationale et internationale. Ce soir, l'émission met un doigt sur le fossé social qui semble se creuser selon les positionnements politiques de chacun, mais pas que. On a longtemps cru que le terrorisme, la montée de l'insécurité telle que nous la vivons ne pouvait pas, pour parler terre à terre, toucher le Burkina, puisque nous étions considérés comme un havre de paix dans la sous-région. Nous étions un havre de paix où on célébrait le vivre ensemble, la cohésion sociale entre nos communautés. Qu'en est-il aujourd'hui? Là n'est pas le propos, n'est pas le sujet de cette émission, même s'il faut faire l'état des lieux avec nos invités, j'en conviens. Il s'agit surtout de la montée du discours violent, du discours radical, la radicalisation des positions dans les médias sociaux et bien entendu des mécanismes qu'il faut développer pour enrayer justement cette montée du discours radical. Pour en parler ce soir avec nous sur ce plateau, deux éminentes personnalités. Je vais commencer par ma gauche, professeur Alkassou Maïga. Bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre chargé de l'enseignement supérieur, vous êtes sociologue et enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. C'est parfait. Votre vis-à-vis qui est également enseignant-chercheur, bonsoir, docteur Moumouni Zongrana. Vous enseignez la littérature orale à l'université Joseph Kizerbo. Merci à vous deux d'avoir répondu présent malgré votre agenda très chargé. Alors, on va aller très vite dans le vif du sujet. Je vais vous poser la question, professeur Alkassou Maïga, au regard de ce que vous constatez au niveau de la société burkinabé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une sorte de clivage entre les communautés? Je voudrais donc vous remercier pour cette occasion que vous nous donnez d'échanger autour d'une thématique aussi importante. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, il était de notoriété publique que notre pays, qui a longtemps été épargné par les soubresauts de l'histoire, par les attaques terroristes, que ce pays représentait un modèle et que c'était quand même un espace épargné, mais surtout on avait de la fierté, une fierté malsaine de proclamer qu'on était béni de Dieu et que jamais ça n'arriverait chez nous. De sorte que lorsque la case du voisin malien brûlait, on se complaisait à penser que jamais cela n'arriverait chez nous et que du fait de la bénédiction divine, on pouvait être épargné aussi longtemps que possible. Alors que c'était le moment d'aller à l'assaut de la toiture de cette case-là pour essayer d'éteindre le feu. Mais c'est arrivé chez nous et certains qui sont plus au sud que nous se complaisent également dans cette certitude que ça n'arriverait pas chez eux. Mais on a vu déjà que c'est arrivé dans certains de ces pays. Il y a pas un pays limitrophe du Burkina qui n'a pas été visité ne serait-ce qu'une fois par cela. Alors il y a déjà ça, mais on avait l'habitude de constater aussi que nous sommes quand même l'un des rares pays où, malgré la diversité communautaire, parce que moi je ne voulais pas parler d'ethnie communautaire, malgré la volonté des uns et des autres d'afficher leur appartenance identitaire, on n'avait pas encore assisté à des seuils d'intolérance. Mais on avait tout de même des populations qui, en dépit de leur diversité communautaire, à la fois du point de vue de l'appartenance linguistique ou langageur, mais aussi du point de vue de l'appartenance religieuse et tout ce qu'on peut, économique et social, on a vu quand même que l'intelligence collective a fait que une espèce de sérénité et de tolérance a continué à être véhiculée au sein de ces communautés-là, de sorte que pour nous, c'était quand même un pays où les populations sont reconnues pour leur acceptation les unes des autres, mais aussi surtout pour leur haut degré de tolérance et du sentiment d'avoir un destin commun qui doit être au-dessus de tout ce qui peut nous opposer. Donc évidemment, quand on regarde jusqu'à un passé récent,
on n'avait pas l'impression que cela pouvait arriver. Mais déjà dans les années 98, on a commencé à avoir des signaux au détour de l'affaire Norbert Zongo. On a vu des Burkinabés qui n'étaient plus dans leur zone d'appartenance, dans leur région d'appartenance, être taxés d'étrangers et sauver de rejoindre leur zone d'appartenance plutôt que d'être là où on les accueille avec l'hospitalité pour faire des marches et manifestations. Déjà, on avait des alertes qu'on devait commencer à traiter parce que c'est quand même très sérieux quand on commence à dire quelqu'un qui a la nationalité que d'être peut-être de l'Ouest, de se retrouver au Nord ou au Sud, qu'on vous dise que vous êtes un étranger, ça commence à être inquiétant. Et puis, ces questions n'ont pas été traitées. Ça n'a pas été traité parce que, bon, vous savez que le bénéfice politique que cela a apporté à un certain nombre d'acteurs faisait qu'on fermait les yeux sur ces choses-là qui faisaient courir le pire à notre pays. Et puis arrivent les attaques de 2015, 2016 jusqu'à maintenant, terroristes, où évidemment, très visuellement, certains ne se gênent pas à indexer des communautés pour les rendre responsables de ce qui nous arrive. Même si effectivement il y a des connotations qui montrent qu'il y a de fortes dominances dans certains groupes, mais il est avéré que ce n'est pas un monopole pour des communautés et que des acteurs se retrouvent dans la plupart des communautés de sorte qu'on ne puisse pas indexer une communauté particulière. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons le sentiment que certains se font le malin plaisir à indexer plutôt des communautés spécifiques. Et donc, du coup, les communautés vont se jeter l'anathème parce que chacun pense que l'autre est à l'origine de ces malheurs. Et donc, on rentre dans l'engrenage et dans un cercle vicieux qui n'est pas bien pour la cohésion sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on est dans cet engrenage-là? Là, ce n'est pas encore un engrenage, mais jusqu'à présent, je pense que sociologiquement, pour être honnête, c'est des choses qui peuvent être redressées. Mais il revient à celui qui a la responsabilité de la force publique de sonner la fin de la récréation et de faire en sorte que le discours officiel ne soit pas un discours qui valide ces velléités de groupuscules d'individus. Parce que lorsque cela va être repris, encore politiquement, c'est des choses qui peuvent être gérées parce que c'est connu que les politiques veulent le pouvoir d'État, donc ils vont surfer sur ces choses-là quelquefois. Mais ça devient dangereux lorsque ce sont des intellectuels et des scientifiques qui rentrent dans la théorisation de ces velléités-là. Et dans un pays voisin, il n'y a pas longtemps, quand on parlait de l'ivoirité, c'est qu'il y a des intellectuels qui se sont emparés de la thématique pour en faire des convictions scientifiques, donc qui vont alimenter les convictions des gens qui sont à leur solde et qui vont essayer d'imposer cela comme étant des vérités scientifiques. Et donc, dans notre situation, c'est d'éviter que ce soit l'argumentaire politique préférentiel, mais c'est d'éviter surtout que les scientifiques et les intellectuels ne rentrent pas dans cette logique-là pour faire des descriptions et des analyses qui vont porter un coup très dur à la cohésion sociale. Déjà qu'on est embarqué dans une guerre contre le terrorisme, Moumouni Zungana, est-ce que vous avez le même avis que celui du professeur? Alors, je vais d'abord dire un grand merci au professeur parce que c'est un honneur de partager la même table que lui. Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui est très profond dans ses analyses, très éloquent, mais aussi d'une simplicité très légendaire qui fait qu'on se sent à l'aise quand on échange avec lui. Donc, je pense que c'est un honneur et un plaisir. Et je pense que ce que je vais dire, je marcherai dans ses pas, d'autant plus que quand vous voyez comment les choses sont passées au Burkina Faso, il a parlé des années 98, et je partirai un peu plus loin. Et vous voyez, ce qui a constitué le problème au Burkina Faso, et je n'indexe pas... Le problème terroriste, ou vous parlez de tous les problèmes? Non, parce qu'il y a une forme de radicalisation qui ne dit pas son nom, qui est en train de grimper au Burkina Faso. Okay. Il y a une forme de violence qui est un peu acceptée. Il y a des discours qu'on tient aujourd'hui dans le temps, et si vous les tenez, même autour de vous, on dira, attention, il y a des propos qu'il faut faire sortir. Et il suffit seulement de causer avec la population
de rester avec ce qu'on dirait la population lambda. Et le type de discours que vous entendrez, vous répartirez dans l'histoire, vous constaterez que, bon, en tout cas, chacun se sentirait mal, même si on ne te dit pas de ne pas le faire, il ne le fera pas. Mais un détail très important que les gens oublient. Vous savez, lorsque c'est naturel, hein, quand dans un pays, on gère le pouvoir pendant un long temps, bon, à la fin de ce type de régime que nous avons vécu 27 ans, bon, pour qu'on puisse rebondir, il y a ce type de secousses-là qui ne peut pas manquer. Et lorsque le régime Blaise Compaoré était là, en son temps, et il y a eu cette volonté, en tout cas, de rébelloter, et il y avait, j'allais dire, ces sentiments qui faisaient qu'il fallait tout faire pour que Blaise puisse s'en aller. Et toutes les méthodes ont été employées. Et en son temps, on n'a pas suffisamment été regardant si c'est un certain nombre de comportements. Quelle que soit la solution, pourvu seulement que ça aille dans le sens du départ du président Blaise Compaoré. Et c'est que les tensions politiques ont fait le lit de peut-être la désunion des Burkinabés en son temps. Justement, je vais en venir parce que vous voyez, ce qui fait la société, lui, les sociologues qui peuvent bien en dire, c'est l'ensemble des règles qui régissent le comportement de tout un chacun. Lorsque vous êtes dans une société où ces règles ne sont pas respectées, où chacun peut se rendre justice, vous voyez que, en tout cas, ça ouvre grandement la porte de l'impunité et la porte de la violence. Et en son temps, effectivement, si vous avez remarqué, tout ce que chacun posait comme acte, si ça va dans le sens du départ du président Compaoré, en tout cas, on n'en faisait pas un problème. Ce qui a fait qu'on a vu des écoles où des enseignants ont été séquestrés, on a vu des commissariats qui ont été brûlés, des palais de justice qui ont été incendiés. Et apparemment, c'est comme si le développement du Burkina Faso, le plan de développement du Burkina Faso se trouvait dans les flammes et tout le monde applaudissait. Et ce qui a fait que le régime Compaoré s'est affaibli et du coup, l'autorité de l'État a pris un coup. Et si vous êtes dans un pays où l'État n'a pas d'autorité, il vous conviendrait avec moi que ça ouvre en tout cas grandement la porte à l'impunité et forcément à l'injustice et ensuite à la violence. C'est dans cet esprit-là. Vous dites, pour que l'on se comprenne bien et pour suivre votre fil conducteur, l'intolérance qu'on constate aujourd'hui est liée justement aux événements sociopolitiques que le Burkina a connus depuis l'ère Blaise Compaoré. C'est l'une des causes. Et aussi les démocraties mal appliquées. Quand je prends un fait banal, notre système de votation, par exemple, lorsqu'on dit que bon, à chacun doit répartir dans sa région pour en tout cas se faire élire comme député, répartir dans sa commune pour, j'allais dire, être maire. Du coup, c'est comme si en dehors de ta zone de naissance, là où tu es, tu n'es plus chez toi. Puisque l'État même l'a consacré. Si je quitte ici, je pars vers Bobo, je vais me présenter, on va dire que je viens du Nord. Ou bien si je pars vers le Sahel, on va me dire non, je viens du Centre-Nord. Alors que pour moi, il fallait que ce type de comportement, en tout cas, on ne les valide pas officiellement. De telle sorte que si je suis par exemple dans la zone du Sahel, par exemple, et je travaille dans la zone du Sahel, si je peux impacter positivement le développement de la zone du Sahel, que je me présente. Peut-être qu'il y a des Maorais qui ont été députés, qui ont été députés justement de la région du Houé, enfin des hauts bassins, pour ne pas le citer. Oui. Voilà, peut-être que ce n'est pas un cas généralisé, mais allez-y. Oui, ce n'est pas un cas généralisé, mais quand vous prenez la violence là, a d'abord commencé. Si vous prenez par exemple les élections municipales, vous faites les proportions, vous allez voir que là où on perd beaucoup de Burkinabés suite à des mouvements collectifs, c'est après les élections. Et surtout les élections municipales, à chaque élection municipale, vous allez voir quels sont les types de discours qui sont véhiculés. Et là, moi je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Bon, c'est vrai que dans la vie de tous, j'étais lui, les ceux-là, il peut le dire, il y a des moments comme ça où ces genres de rebondissements apparaissent. Mais dans le cas du Burkina, moi je pense que la partie politique a quand même beaucoup joué. Ce qui fait qu'un certain type de discours qui a été développé, bon, qui a fini par rentrer dans les mœurs et bon, personne ne fait de ça un problème. Personne ne s'en demeure. Pour ça, vous voulez réagir à ce qu'il a dit? Je crois qu'il faut qu'on analyse, on convoque l'ensemble des facteurs. Parce qu'il ne faut pas prendre le comportement des individus pour l'esprit des textes.
aucun texte n'oblige quelqu'un à retourner chez lui pour être candidat. Mais il n'y a pas de texte qui l'oblige. C'est-à-dire, on a fait une répartition. Si ça, c'est critiquable, en disant que chaque province, en fonction de la population, minimum deux députés, bon, évidemment, le réflexe des gens, c'est de se présenter là où ils pensent qu'ils ont un capital social et un capital électoral. Ça fait que très souvent, les gens vont se replier dans leur province d'origine pour se présenter. Mais il n'est pas rare de retrouver, comme vous l'avez dit, si on prend au niveau des hauts-bassins, au niveau du Oué, si vous regardez la liste de tous ceux qui ont été députés pendant toutes ces législatures-là, vous allez vous rendre compte que la plupart sont des gens du nord, de Waïgouya. Et rarement, donc, on va se rendre compte qu'il y a un maire qui n'est pas du Oué, mais qui est de la boucle du monde du Sourou, qui a été maire pendant longtemps. Et dans beaucoup de régions, on va retrouver des gens qui ne sont pas de la localité, mais qui sont arrivés de par leur comportement à s'imposer et être des candidats sérieux au point donc de prendre les postes auxquels ils ont été candidats. Maintenant, il y a l'esprit des textes, il y a les comportements des gens, et les comportements des gens peuvent pervertir. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il dit, la démocratie mal appliquée? Non, je ne dirais pas. Mal appliquée, certainement la démocratie, ce n'est pas la panacée, mais elle a au moins, la démocratie a le mérite de clarifier les jeux et de fixer des règles que les uns et les autres doivent respecter. Maintenant, c'est le refus de la majorité des acteurs d'accepter l'application des règles qui fait que la démocratie ne fonctionnera pas. Donc je dis, l'échec des acteurs ne doit pas être l'échec de la démocratie. Quand on dit qu'on a mis le quota genre, il y a combien de partis qui ont respecté? Il y en a qui étaient beaucoup plus prêts à payer l'amende qu'à appliquer le quota genre. Mais ça, ce n'est pas la faute de la démocratie. Si les hommes ne veulent pas donner naturellement la place aux femmes qui n'arrivent pas à s'imposer, et que même quand on leur dit, vous avez l'obligation de les positionner dans telle posture, et qu'on se dise, bon, de toute façon, s'il faut payer 1 million, je paierai le million, mais je mettrai celui que je veux, je positionnerai. Et quelquefois, d'ailleurs, c'est contre le parti, puisque dans certaines zones, on a même imposé des gens même qui ne sont pas populaires, que la population ne veut pas. Donc, ça veut dire que ce sont les comportements des acteurs. Maintenant, pour revenir à la question de la violence, il faut dire que... parce que ça, c'est autour de les événements de 2014. Tout à fait. Mais c'est-à-dire les populations vont toujours réagir au comportement de celui qui est en place. Parce que si celui qui a l'obligation de garantir votre sécurité, l'obligation de faire en sorte que les actes pour lesquels il s'est engagé soient des actes qui soient appliqués. Et si à un moment donné, les populations constatent qu'il y a des défaillances à ce niveau-là, personne ne va accepter de se plier aux injonctions de la personne, dans un système logique. C'est simple. Si je suis chef de famille et qu'on fixe les règles du jeu et que j'ai un enfant rebelle qui ne veut pas suivre, bon, chacun de vous n'a qu'à apprécier comment il va se comporter. Mais si même le chef de famille outrepasse ce qui est de sa responsabilité, il aura un garçon rebelle qui va s'opposer à ce qu'il tente d'imposer. Ce n'est pas... Donc, les gens sont dans un système où on est en négociation permanente. Donc, quand on regarde les dérives qui ont été constatées, c'est même pas depuis la velléité de modification, mais il y a quand même eu un certain nombre d'actes qui n'ont pas été encore suffisamment avalés par les populations. Et puis, bon, la forte longévité, où maintenant des acteurs ont commencé à penser qu'ils ont trouvé l'incontournable. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et la population s'est mise dans les droits de dire que maintenant on va mettre un terme à cette affaire. Donc, je pense que la gestion de la chose publique demande qu'on soit dans des dispositions et dans un dispositif de respect et d'application des textes, ce qui va amener les populations à se plier. Mais à un moment donné, vous savez, quand il y a trop de pression, bon, les populations commencent par se dire que finalement, dans tous les cas, la sanction sera la même. Et donc c'est ça qui a conduit à ces événements. Donc on ne peut pas rendre le peuple coupable d'avoir fait cela. Mais, vous parlez des événements de 2014. De 2014. Mais il fallait que celui qui est en gestion de la chose se rende compte. Parce que l'intelligence aussi, c'est de rendre compte que
c'est de rendre compte qu'il y a l'usure du pouvoir qu'à un moment donné, on a beau être aimé, l'usure du pouvoir fait que les gens ont envie d'avoir un changement, et ce changement, ils vont l'obtenir par tous les moyens. Maintenant, c'est-à-dire que ce qui ne marche pas très souvent dans notre système, c'est la question des appareils répressifs d'État. C'est-à-dire que les appareils répressifs d'État ont leur obligation de maintenir l'ordre public. C'est la justice, c'est la police, la force publique, c'est la gendarmerie, c'est l'armée. À un moment donné, il faut assumer la responsabilité de dire que si on ne met pas de l'ordre dans le système, c'est qu'il y a péril en la demeure. Mais si chacun démissionne de sa responsabilité, ce qui va arriver doit forcément arriver. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un sentiment de démission au niveau des autorités? Non, vous savez, moi j'ai fait une analyse sociologique. Nous n'avons pas le droit d'émettre des jugements de valeur. Même dans nos mémoires, nous on dit aux étudiants d'émettre des jugements de valeur. Okay. Nous, les sociologues, c'est donner des clés de lecture. Les clés de lecture, c'est qu'on vous donne les facteurs qu'il faut convoquer pour analyser. Parce que vous savez, il y a une grosse branche de la sociologie qui refuse même qu'on fasse des propositions. Le rôle du sociologue, c'est de prendre les faits, de les analyser et de donner à chacun les clés de lecture pour que chacun se fasse son opinion de la chose. Et l'autre fait important pour que vous puissiez faire la différence entre ceux qui appliquent la science sociologique et ceux qui font le spectacle, c'est que c'est la formule de Bourdieu. Le sociologue lui-même, il est sociologiquement ancré. C'est-à-dire qu'il est à la fois acteur et sujet. Et quand on est... objet et sujet. Et quand le sujet analyse l'objet, il doit éviter qu'il projette dans l'objet ses propres opinions de la chose. Si j'étais venu en tant que politique, je vous aurais répondu autrement. Mais là, notre responsabilité, c'est de donner des clés de lecture et de montrer que, effectivement, il y a des facteurs qu'il faut convoquer pour lire la chose. Mais de façon générale, c'est que face à une situation où l'ordre public est menacé, les appareils répressifs d'État doivent se mettre en branle pour sauver la nation. Et ça, c'est le rôle. Il faut que la police, la gendarmerie, l'armée, que chacun assume sa responsabilité, mais il faut surtout que la justice, parce que pour éviter qu'il y ait toutes ces situations-là, il faut que la justice soit une justice qui s'assume et qu'effectivement la justice soit dite. Et que celui qui a été mis en position de tort comprenne que c'est la loi et que la loi fonctionne comme ça. On ne peut pas avoir raison tout le temps sur tout le monde. On va se comprendre. Pour avoir les clés de lecture, pour que les téléspectateurs aussi comprennent, c'est et ne pas émettre, comme vous l'avez dit, des jugements de valeur. C'est comment on passe d'un État ou d'une république considérée comme un havre de paix pour ce qui est du Burkina Faso à un pays où le vivre ensemble semble devenir une gageure, un défi permanent pour les populations où on ne se parle plus, on se regarde en chien de faïence, le discours devient radical et l'intolérance atteint un niveau où, voilà. Moumouni Zungrana. Alors, je pense qu'avant de répondre à votre question, je pense que ce que le professeur dit et ce que j'ai dit, et si j'ai bien compris, on dit à peu près la même chose. Hein. Dans le fond, je n'indexe pas la démocratie parce que, comme on dit, c'est le mot de gouvernance le mieux achevé. Mais maintenant, je parle de la mauvaise application de la démocratie. Parce que, effectivement, si vous faites une lecture croisée, vous constaterez que dans beaucoup de villages, il y en a qui ont été indexés parce que je ne suis pas né au centre, je ne peux pas être maire. Ça s'est vu un peu partout. Et personne n'a pipé mot. Ensuite, vous allez voir qu'il y a beaucoup de candidats qui ont été imposés du fait de notre mode de vote. Vous choisissez d'abord les conseillers et ça devient maintenant comme une tontine. Mais moi, en votant, peut-être j'ai jugé quelqu'un que j'ai jugé capable de gérer, par exemple, la cité. Mais au finish, qu'est-ce qu'on fait? Les conseillers se rencontrent comme une tontine et maintenant, c'est à eux de choisir les candidats. Et un candidat peut-être imposé par le parti. Ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de frustrations mal digérées. Et quand je parlais du régime comparé, je ne suis pas là pour louer les 27 ans d'un président. Quand même, j'ai vu l'alternance. Mais c'est comment la chose a été gérée. Dans un pays, il y a quand même des fondamentaux qu'il ne faut pas traverser. Mais lorsque on voulait le départ de Blaise Compaoré, tout était faisable. Et il n'y a pas rien. Et malheureusement, à mon avis,
après le départ, comme le projet l'a dit, la justice devait sévir. Voilà, pour que ceux-là qui ont commis des torts. La justice n'a pas assumé sa responsabilité. Vous étiez au Burkina, vous avez vu. Ceux qui ont brûlé les maisons des gens, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux-là qui ont tué, qu'est-ce qui s'est passé? Même les victimes de l'insurrection, ceux-là qui sont sortis donner leur poitrine pour que le pouvoir arrive, qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, je ne suis pas là pour en parler, mais si vous les interrogez, il y a beaucoup qui ont grossi le cœur. Et quand vous arrivez dans un État ou bien dans un pays où l'impunité devient généralisée de cette manière-là, vous créez des frustrations. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, juste après, il y a eu l'émergence des corps. Parce qu'à un certain temps, c'est comme si l'État qui devait être là pour protéger la population n'existait plus. Et ces corps, quand ils sont arrivés, ils se sont assumés en toute responsabilité. Et il y a même eu des dérives aussi. Et où une catégorie de la population s'est sentie un peu indexée. Je ne citerai pas ici pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Et ces populations frustrées-là sont allées où? C'est eux qui sont allés grossir les rangs des terroristes. Donc, moi je pense que effectivement, il faudrait qu'on se réveille. Parce que dans un pays, ce qui peut assurer la sécurité de tout le monde, je n'ai pas besoin de le dire, c'est quand l'État est fort, c'est quand l'État peut en tout cas donner des directives et des balises qu'on ne peut pas enjamber. Mais si on fait tout ce qu'on a à faire et il n'y a rien, demain ça donne l'exemple aux autres d'appliquer. Donc répondant à votre question, moi je pense que je ne suis pas en train d'encourager la violence parce que la violence ne sert à rien. Mais il faudrait qu'on soit dans un État fort d'abord, un État juste. Quand il dit l'État fort, là, ce n'est pas un État qui écrase tout, c'est un État qui sait respecter aussi les droits de l'homme et un État qui sait aussi sévir, en tout cas au moment où, et quand on constate qu'il y a des dérives. Parce que le principal problème de ces pays-là était l'impunité. Tout le monde est là, tout le monde a constaté. Il y a eu un temps où on te dit, on te fait et il n'y a rien. Et il y a combien de personnes on a fait et il n'y a rien eu? Donc à un certain temps, le peuple a compris qu'il constitue une force. Et le peuple a pris ses responsabilités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses se sont inversées. Celui qui détient la force publique, en fait, ce n'est plus l'État, mais c'est devenu le peuple. Et quand on dit le peuple, c'est qui? C'est ça le fond du problème. Donc moi, je pense que... Est-ce que le peuple aussi a compris qu'aujourd'hui, quand on parle d'enlèvement, de séquestration aussi, peut être un problème justement pour le vivre ensemble des populations? Non, tout à fait. Partant de ce que vous avez dit avant, c'était la phrase fétiche, on défait et puis il n'y a rien. Oui. Oui, dans le temps, ça a été le cas. Et effectivement, les gens ont subi et ils ont demandé à ce qu'il y ait un changement. Bon, malheureusement, après le changement, je demeure convaincu qu'il devait y avoir des fondamentaux comme qu'on ne devait pas traverser, de telle sorte que la justice devait, en tout cas, statuer s'il est fait, pour que les gens comprennent que désormais, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais ça n'a pas été fait. Nous sommes restés dans cette léthargie-là où, à la limite, si on n'a pas encouragé, on a vu comment les élections étaient. Il y a eu combien de nos enfants qui sont morts dans ce type d'élection-là? Parce que tout simplement, des gens ne se sont pas assumés. Je ne suis pas là pour rechasser le passé. Est-ce que c'est le modèle démocratique, c'est les élections qui ont fait le lit justement de la désunion? C'est un des éléments fondamentaux à mon avis. On peut me démontrer le contraire. C'est la principale pour vous? Parce que vous insistez tellement... Honnêtement, c'est un des éléments parce que si vous faites le tour des villages, il y a beaucoup de gens qui ne se parlent plus à cause de la politique. Je ne dis pas qu'on peut vivre dans un État où il n'y a pas de politique, parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Si on veut gérer la cité, il faut qu'il y ait la politique. Okay. Mais la démocratie telle qu'elle est appliquée au Burkina Faso, à l'état partiel, si on ne change pas le fusil d'épaule, nous sommes en train de créer des frustrés. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Si vous faites le tour des villages, la majeure partie où des gens ne se parlent plus, où les cris sont profonds, si vous fouillez, en tout cas, il y a des éléments liés aux élections à l'intérieur. Des éléments liés aux élections, M. Alkassou Maïga. Sur la question, les questions de le niveau d'intolérance qu'on constate aujourd'hui, c'est vrai que Moumouni Zoumourana met l'accent sur le modèle démocratique tel que pratiqué au Burkina Faso. Vous êtes de cet avis, hein? Oui, bon, je pense que le constat qu'on peut faire quand même, c'est de constater que les joutes orales ont beau être d'une virulence inégalée,
nous avons jusqu'ici quand même eu ce qu'on peut appeler des élections apaisées. Parce qu'on a connu pire dans beaucoup de pays. Ce qui me fait dire que souvent, il y a tellement de passion autour de la chose politique que des élections ne peuvent pas se passer dans la sérénité. Ce qui me fait dire qu'il faut relativiser le fait de rendre les opérations électorales comme étant la source première de ce qui nous arrive. Mais la réalité, c'est que les populations entre elles avaient déjà, le plus souvent, des choses qui les opposaient. Soit des problèmes fonciers, soit des problèmes de femmes, soit des problèmes même d'argent. Et maintenant, quand la politique arrive, on rentre dans l'exacerbation de ces problèmes-là. De sorte qu'on a l'impression que c'est un problème politique qui les oppose. Mais vous savez qu'il y a des gens qui, ne serait-ce simplement à cause de ce type de problème qui les oppose là, ils sont prêts même à ne pas être dans le même parti. Si vous rentrez, qu'on dit vous êtes allé chez un tel et que l'autre dit ah, ils sont allés chez un tel, donc moi je ne serai pas avec eux parce que si un tel est là-bas, moi je ne serai pas là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a des... Dans la convocation des causes, il faut voir les causes secondaires, les causes premières, les causes tertiaires, toutes les sortes de causes. C'est vrai que le fait d'avoir fait une campagne, on a l'impression que les problèmes sont nés de cette campagne. Il y a des problèmes qui sont plus vieux que ça. Et les gens profitent de l'occasion. Et donc, si là, on va sur cette base-là, on va trop charger la démocratie. Mais je dis, c'est parce qu'on a ramené la démocratie à la forme qu'on connaît, qu'on semble avoir hérité de la France, que ça pose un problème. Mais il y a des règles démocratiques dans toutes les sociétés, qu'elles soient rurales ou pas. Et le système par lequel on désigne le chef pour la succession, si ce système est partagé par tout le monde, ce système devient démocratique. Si c'est connu que c'est le premier fils du défunt chef qui doit prendre le pouvoir, et que depuis toute l'histoire, les gens ont admis ça comme étant le principe de fonctionnement, ben, qui va nous dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'élection que ce n'est pas démocratique? Parce que c'est connu d'avance. Et il y a des gens qui, socialement, ne peuvent même pas rêver à être chef parce que les choses sont connues et acceptées depuis toutes les générations. Mais maintenant qu'on se retrouve avec 10 princes, mais si les gens respectent les choses, sur les 10 princes, tous les 10 savent qui doit occuper quelle position, ne serait-ce que par le droit d'aînesse. Il y a cela. Mais il y a le système où il y a les princes, mais aussi il y a les frères du chef. Parce que, au lieu que ce soit les fils d'abord, il faut d'abord que la génération du papa, que les frères, que cette génération soit éteinte avant qu'on passe aux enfants. Ben, il y a des situations où il y a des jeunes loups qui apparaissent, qui veulent remettre en cause en sachant que leur papa est décédé et que le papa, son petit frère, n'est pas encore décédé. Mais démocratiquement, c'est le petit frère qui doit prendre. Il y a un problème si le fils aîné du défunt chef vient maintenant pour contester la place de l'oncle qui devait être là, parce que la construction de la société, c'est connu que si le frère n'est pas là, le frère suivant va prendre la place. Mais si nous venons maintenant, on remet ça en cause. Bon, il n'y a pas que de dictature dans le système moderne, mais chaque fois que des gens vont contester les règles établies, les gens, même en société traditionnelle, les gens vont remettre en cause l'équilibre de la société. Okay. Et ce que vous constatez, qu'on prend très souvent comme étant des problèmes politiques, ce sont des problèmes sociaux mal gérés. Il y a des zones où on se retrouve avec deux chefs, ce qui ne doit pas se faire. Ce n'est pas seulement le cas de mes parents manchés, mais même chez nous au Sahel, on a beaucoup d'endroits où on a... moi, je peux vous citer au moins 3 cas. Voilà, je peux vous citer au moins 3 cas où... Mais oui, mais si je vous dis toujours, on dit que le poisson pourrit par la tête, et moi je dis c'est toujours la queue qui envoie la tête à la pourriture. Parce que pour que le poisson puisse se mouvoir, la tête n'a aucune force. C'est la queue qui fait les mouvements pour que le poisson puisse partir. La queue et les nageoires. En ce moment-là, la tête rentre dans la pourriture. Mais si la queue refuse que la tête y aille, elle n'ira pas. Bon, vous connaissez l'ordre établi pour désigner un chef. Et si 2 ou 3 partis politiques viennent pour vous dire que ça doit être un tel et pas l'autre, si vous n'avez pas l'intelligence sociale et collective pour dire que ces gens sont en train de créer des problèmes qu'on ne pourra pas gérer. Donc dans la plupart des localités, c'est arrivé comme ça. Et les gens profitent de ça pour remettre en cause l'ordre établi. Moi, je sais que
Dans mon village, moi, je peux être chef. Mais je sais que depuis nos ancêtres, ils ont validé une branche des grands-parents à qui nous, on est dans le conseil, mais on sait que depuis des générations, ça doit sortir de là. Sauf si on ne trouve pas quelqu'un là-bas, ça va aller ailleurs. Mais jamais ça ne sort d'un cercle bien tracé. Okay. Mais si eux, ils ont quelqu'un à mettre là, moi, le dernier papa a décidé, nous a convoqués pour nous dire, lui, il est en train de partir, mais il ne veut pas entendre qu'on est parti se mêler de ces questions-là, parce que c'est comme ça que ça fonctionne et on leur a laissé ça. Bon, maintenant, si on n'a pas l'intelligence de dire que ça doit être comme ça, et que maintenant on vient et vous pensez, mais si les gens sont manipulés, c'est qu'ils sont manipulables, bon sang. Et bon, à ce moment-là, la politique ne peut que servir sur les dispositions des gens à être corrompus. Quand on parle de la corruption, il y a des corrupteurs, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont corruptibles que le corrupteur peut faire son travail et corrompre tout le monde. C'est cela que ça fonctionne comme ça. Okay. Le système de gouvernance ne peut pas être forcément la cause principale d'une crise. Ça peut contribuer, comme vous le dites, je suis d'accord. Mais dans le cas présent... J'ai l'impression qu'on est en train de faire le procès de la démocratie, le sujet... Non, on ne fait pas le procès de la démocratie. Sur les questions de démocratie. Peut-être après, on va revenir dans le fond du sujet qui est justement ce vivre ensemble qu'on a le sentiment qu'il s'effrite, en fait. C'est de ça qu'il est question. Mais si vous refusez de voir la vérité en face, si vous voulez mettre du vernis pour qu'on avance, avançons. Mais tout ce que j'essaie... non, je ne suis pas de mettre de vernis. Non, puisque vous me faites comprendre que... Donc vous dites que la démocratie est la cause première justement du délitement social. L'application, la mauvaise application de la démocratie. Moi, je n'indexe pas la démocratie, c'est sa mauvaise application. Allez-y. C'est que le professeur a dit, nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde. Il faut avoir des hommes d'État qui sont capables de transcender en tout cas les clivages pour pouvoir en tout cas mettre fin à une certaine récréation. Quand vous prenez par exemple au niveau de la religion une certaine radicalisation, il y a un discours haineux qui est véhiculé. Mais qu'est-ce que c'est lui qui devait prendre la parole pour dire arrêtez ça à faire? Parce que tout simplement c'est des futurs électeurs, il faut être prudent et qu'il faut les traiter avec management. Et on s'est tué. Quand vous prenez au niveau même de la chefferie, lui il a bien dit, il y a eu combien de gens qui ne devaient même pas être chefs mais qui sont chefs? On a suivi l'orthodoxie pour l'installer. Mais du fait qu'ils ne répondent pas d'un certain parti, forcément on invente un autre chef pour le contrer. Alors, et au niveau économique, lorsque vous êtes dans votre commune et vous ne gérez pas, vous n'êtes pas aux affaires du point de vue politique, mais vous et votre famille, vous êtes à l'écart. Alors que si la démocratie était appliquée de manière, j'allais dire, noble, on ne regarde pas la tête du client pour le servir. C'était ça le... Moi, je pense. Okay. C'est vrai, il est sociologue. En tout cas, en ce qui concerne les phénomènes sociaux, il peut m'enseigner, il peut dire... En tout cas, moi, je l'écoute, je l'apprécie. Et je suis ce qu'il dit comme un élève ferait, en tout cas devant son maître, je suis d'accord. Mais acceptons que la manière dont la démocratie a été, j'allais dire, appliquée, a été un des facteurs qui a favorisé tous ces éléments-là. Ce qui fait que celui-là qui devait prendre la parole pour dire « Je suis le père de famille, vous arrêtez ça », il ne l'a pas dit. Parce que tout simplement, le dire, ça suppose qu'on a des pertes des électeurs. C'est pour cette raison, ce n'est pas seulement l'élément principal, mais c'est un des facteurs. Et si on ne le résout pas, en tout cas pour moi, c'est du vernis qu'on a de mettre et les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous constatez que les choses ne changeront pas. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les autorités ont pris la pleine mesure de la situation pour résoudre, comme vous venez de le dire? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais toujours est-il qu'il y a une certaine rigueur qui ne dit pas son nom. Et cette rigueur-là fait que, en tout cas, beaucoup de gens ont commencé à comprendre que non. Dans le discours religieux aussi? Mais même dans le discours de religieux, je peux dire qu'il y a un grand changement. Okay. Et quand vous suivez les chaînes de radio et de télé, les gens ne tiennent plus les mêmes discours. Et même les prêts sont bien contrôlés. Ce n'est plus comme si vous sortez avec un discours très haineux, c'est votre confrère religieux qui vous rappellera à l'ordre. Et je pense que ce qui est en train d'être fait, les choses sont en train de rentrer en ordre et tout le monde comprendrait que personne ne peut avoir un avenir, en tout cas de manière individuelle, si en tout cas la collectivité ne s'y trouve pas. Parce que tout simplement, nous sommes des gens qui sont appelés à vivre en société et un homme seul ne peut pas être heureux. Voilà. Alors, si on vous suit, avant de donner la parole au professeur Kassoum Maïga, l'intolérance telle que constatée, c'est une vue d'esprit, parce que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Il n'y a pas... Non,
Une vie d'esprit, sinon, le thème n'allait même pas avoir sa raison d'être. Tout le monde sait qu'au Burkina, à ce moment, il y a une certaine violence qui ne dit pas son nom. Ne serait-ce que par les attaques terroristes déjà. Parce que quand on parle de la violence, il y a plusieurs types de violences. Bon, le professeur est là, il peut le dire. Il y a d'abord ce qu'on appelle la violence contre soi. Il y a aussi la violence inter-individuelle et il y a aussi la violence collective. Et nous sommes en train de parler de la violence collective. Parce que la violence collective, c'est une violence qui est organisée. Bon, soit c'est un État qui l'inflige ou c'est un groupe qui est en train de l'infliger aux autres. Voilà, sinon, et si on était dans un pays de paix, bon, ce problème n'allait pas se poser. Voilà, et l'intolérance, là, quand vous regardez même dans les foyers, dans la vie du couple, dans la vie autour de nous, dans la circulation, regardez comment les gens agissent. Si tu quittes chez toi, il suffit seulement de ne pas ralentir à un feu, et puis peut-être c'est ta maman va appeler. Pourtant, on ne connaissait pas tout ça au Burkina. Il y avait quand même cette... en tout cas, les gens étaient bienveillants les uns pour les autres. Mais tout ça, c'est un lointain souvenir. Ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Un lointain souvenir. Alors, professeur, en septembre 2022, vous aviez dit, je vous cite, que... je vous cite, le pays n'a pas pu, pour dire le Burkina Faso, n'a pas pu établir un contrat social clair qui lie les populations entre elles. Est-ce que c'est toujours le cas? Je maintiens ma déclaration. Je pense qu'il faut qu'on convoque les faits dans un ordre normal. Les faits sont clairs que nous avons un seuil de violence très élevé. D'abord, la violence liée aux actes terroristes. Mais nous n'avons pas pris toute la mesure le dicton Mouaga qui dit que si la pluie vous bat, ne vous battez pas. Et ça, c'est pas dans un seul camp, c'est dans tous les camps. On a atteint un seuil de violence langagère, verbale, incroyable. Où les réseaux sociaux sont devenus un espace de violence que beaucoup sont en train de déserter. Parce que peut-être même après cette émission, si nous, on va surfer dans les réseaux sociaux, on va trouver... Non, pas les médias encore. Non, je veux dire que si on sort d'ici et qu'on va jeter un coup d'œil sur les pages, on trouvera qu'on est en train peut-être de nous savonner pour des propos tenus. Ça, c'est de la violence. Gratuite. Et inacceptable. Et donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on a réglé notre problème parce qu'il y a quand même des formes de violence qui se font, mais pour lesquelles... l'arbitre du moment n'a pas sifflé la fin de la récréation. Il suffit pour vous d'aller faire une conférence de presse ou de prendre la parole pour que des gens vous prêtent des intentions qui ne sont pas les vôtres. Mais comme on prête des intentions à tout le monde, on vous tombe là-dessus. Et de l'autre côté... On peut qu'on ne partage pas vos opinions. Voilà. Mais je veux dire que de l'autre côté également... pourvu que des actes soient posés officiellement, vous trouverez des gens aussi pour commencer à rentrer dans un cycle de violence. Alors il y a cela, puisque, comme il l'a dit, la violence, c'est le fait d'exercer l'excès de force sur un individu, sur un groupe d'individus, ou sur soi-même, avec des conséquences qui peuvent être physiques, morales, et psychiques, et psychologiques, tout ce que vous voulez. Donc, quand on fait la série de violences, la violence physique, c'est peut-être la plus intéressante pour tout le monde, puisque la violence physique, si elle ne aboutit pas, ça va se cicatriser. Mais celle psychologique et morale, ce sont des formes de violence qui laissent des séquelles incroyables sur les individus. Mais maintenant, le seuil dans lequel on rentre, et où on va rentrer inéluctablement, c'est ce qu'on appelle en sociologie la violence symbolique. Symbolique. Ce n'est pas parce qu'elle est insignifiante, mais elle est symbolique parce que le violenté lui-même légitime la violence qui est exercée sur lui. On rentre dans un seuil où il y a tellement de banalisation de la mort et de la violence, de sorte que nous-mêmes, nous allons rentrer dans une logique de trouver que c'est normal qu'on nous violente et nous légitimons l'acte de violence qui est exercé sur nous. Ça, c'est la forme de violence la plus grave. Ça va sur donc l'une des lois de Gossen, l'économiste Gossen,
la loi du plaisir décroissant et la loi de la douleur croissante. C'est que toute douleur qui dure à l'infini se transforme en plaisir, et tout plaisir qui dure à l'infini se transforme en douleur. Donc finalement, on va être dans une situation où nous sommes maintenant tellement habitués à la douleur que cette violence-là, si on ne l'exerce pas à un moment donné, on va trouver que quelque chose nous manque. Il faut qu'on voit des actes violents pour pouvoir dire « Ah, nous sommes dans une situation normale ». Et donc le déni de réalité va conduire les individus à penser que la situation normale, la normalité, c'est la violence. Et dans la plupart des pays où on a eu des hécatombes, c'est que les gens se sont accommodés de la violence, ont légitimé la violence, que la violence devient le seul mode de fonctionnement. Et nous retournons donc à l'état, le Léviathan de Hobbes, où l'homme est un loup pour l'homme, où on prend du marin plaisir à exercer la violence sur des gens et peut-être même sur soi-même. Il y en a même qui vont se faire eux-mêmes mal parce qu'il leur manque quelque chose. Et donc c'est ça la violence symbolique vers laquelle on va aller et on va tous se complaire. On y ira si on ne prend pas les mesures pour endiguer. À un moment donné, nous rentrons dans une construction mentale et sociale telle que on va vivre à l'aise avec la violence. Et ça, c'est un danger. Donc, il faudra, pour le vivre ensemble et pour tout le monde, et pour même l'État. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? On a parlé assez de démocratie, mais moi, j'aime la formule de Pascal. Même si on va trouver qu'on se réfère toujours au français, c'est que Pascal dit, si on veut que la société, les choses marchent bien, il faut que le juste soit fort et que le fort soit juste. Le dosage qu'on va trouver entre le fort et le juste, c'est ça qui permet d'avoir l'équilibre dans la société. Et où la règle qui nous permet d'être dans la coexistence pacifique, c'est l'application de la règle de droit. Quand on l'applique de façon sereine, en toute âme et conscience, parce que ce que les gens oublient, c'est que les juges, quand ils jugent, il y a la loi qu'il doit appliquer, mais il doit aussi à un moment donné, quand les choses sont complexes, appeler à ce qu'on appelle en toute âme et conscience. Il se peut que je commette des erreurs, mais dans mon erreur, qu'est-ce qui permet de préserver la communauté et la société? Quitte à être injuste, il vaut mieux appliquer ce qui permet de rétablir l'ordre normal et d'être dans une situation de quiétude. Mais comme maintenant vous êtes fatigué qu'on cherche la démocratie, non, mais je suis d'accord avec vous. Les déséquilibres commencent où? Lorsque les règles économiques échappent à la règle de droit et à la règle morale. Il y a des choses qu'on est tenté de faire, mais quand on s'assoit et qu'on regarde la dimension morale de la chose, on doit se donner des freins. Quand on pense à ce que la justice peut faire de nous, on doit se donner les freins. Quand je parle de règles morales, c'est-à-dire que quand on veut poser un acte, je me dis, mais attends, si après avoir posé cet acte-là, je vais rentrer à la maison, à défaut de me mettre dans un mémoire, j'aurai ma femme en face de moi, mes enfants en face de moi, est-ce que je pense qu'ils vont me reconnaître comme étant celui qui vénère comme étant un modèle? C'est ça, ce sont des régulateurs sociaux qui nous permettent de dire que on n'est pas dans une situation où tout est permis parce qu'on pense qu'on est le plus fort, parce qu'on pense qu'on est le plus intelligent, on pense qu'on est le plus riche, on peut se permettre toutes choses. Mais si ces règles-là ne sont pas respectées. Mais en plus, c'est que la religion dont on parle, le principal rôle de la religion, c'est que c'est une dimension intégratrice de l'individu. Lorsque l'État n'arrive pas lui-même à faire en sorte que les gens soient bien intégrés, la religion, c'est le partenaire de l'État pour faire en sorte que les individus soient domptés. La dimension intégratrice de la religion, ça c'est important. Mais maintenant, si on arrive où des leaders religieux, et ça j'ai vu dans notre situation actuelle, dans tous les domaines, où des religieux sortent de leur rôle de religieux pour être dans un rôle de moralisateur et de condamnation d'une partie de la communauté, de la société,
Alors là, ça devient un problème. Et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, on va avoir des clivages, des séquelles qui ne vont pas se respecter. Et le sociologue Durkheim disait tout simplement que à travers la religion, ce n'est pas simplement Dieu que les gens adorent, c'est la société qu'ils adorent. C'est la société qu'ils adorent. Alors, je crois que le professeur a déjà abordé les mécanismes qu'il faut mettre en place justement pour enrayer, pour ne pas qu'on arrive justement à ce qu'il disait tout à l'heure, la banalisation ou le fait de légitimer cette violence, qu'elle soit verbale ou physique ou morale. Alors, Moumouni Sougoula, quels sont selon vous les mécanismes qu'on peut mettre également en place? Alors, je pense que nous sommes arrivés à une étape où la sensibilisation n'est plus, pour moi, elle doit se faire, mais ce n'est pas la seule règle. Il faut que l'État s'assume et que la justice aussi s'assume pour que celui qui commet une faute sache qu'il ne peut pas aller dormir tranquillement chez lui sans répondre. Voilà, c'est l'un des éléments. Il n'y a rien qui peut réguler une société. Est-ce que je vais vous couper, est-ce que les populations où il y a une certaine opinion qui n'a plus foi en cette justice, même au système justement qui est en place, est-ce que justement quand on parlait de cette justice, est-ce qu'il faut réformer ou pour que cette population ou cette partie de la population croit en la justice, permettre justement que la justice mettre une sorte d'équilibre dans la société? Ben, j'avais tantôt parlé des corps. Pourquoi les corps sont nés s'il y a la police et la gendarmerie? C'est parce que tout simplement, à un certain temps, les gens se sont sentis en insécurité. Ils se sont dit, mais il faut que nous-mêmes, on prenne notre sécurité en main, avec tout ce qu'il y a eu comme dérive. Et Dieu seul sait ce que, en tout cas, ce type de structure, quel est le déséquilibre qu'ils ont dû, en tout cas, créer dans les relations entre, en tout cas, j'allais dire les différentes populations qui vivent ensemble. Parce que certains se sont sentis tellement frustrés qu'ils ont été obligés de quitter. Et si vous regardez, par exemple, les zones, en tout cas rouges vifs, où le terrorisme a sévi dès les premiers instants, mais c'est pas moi qui l'ai dit, faites les analyses. Vous constaterez que les zones où, en tout cas, les coureurs étaient très forts, ces zones-là, si vous menez les études, vous constaterez que ces zones-là, en tout cas, ont été les premières à être touchées. Voilà, parce que tout simplement, il y a eu quand même un bon travail qui a été fait, mais il y a eu aussi de l'abus. Parce que ce qui fait que l'homme peut accepter peut-être toute forme de souffrance sans rien dire, c'est quand on ne touche pas à sa dignité. Lorsque vous êtes humilié jusqu'au point que vous êtes mort socialement, vous n'avez plus rien à perdre. Et c'est ce qu'il faut éviter. Parce que, en misant sur la justice? En misant sur la justice. En tout cas, dans la société, moi, l'élément numéro 1 que je vois, c'est qu'on ait une justice qui est juste et une justice qui est forte, mais pas une justice qui est aveugle. C'est très important. Et il ne faut pas aussi que ce soit une justice pour tout le monde. Si c'est la justice des riches, la justice des forts, ça crée forcément des frictions. Et ces frictions-là, le jour que les faibles vont se réveiller, il n'y a rien à faire, on va vivre dans la même situation où nous sommes. Donc la sensibilisation ne suffit pas. Il faut que la justice se réveille. Ça, c'est un des premiers éléments. Il faut que l'État garde en tout cas sa rigueur. Mais que vaut une justice si enfin, le pouvoir judiciaire, si le pouvoir exécutif ne respecte pas les décisions de justice? Mais forcément, il faut qu'ils se parlent ensemble, puisqu'ils sont là pour s'accompagner. Ces trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire comme le pouvoir législatif ou l'exécutif, doivent travailler ensemble. Même si chacun, ils doivent regarder dans la même décision, chacun doit garder sa position. Ça ne me gêne pas que chacun soit autonome et on travaille ensemble pour qu'il y ait l'équilibre de la société. C'est comme les trois pierres, en tout cas du foyer. Et ça, c'est tellement important pour nous, parce que même les mécanismes traditionnels de résolution des conflits que nous sommes en train de convoquer, c'est bien. Parce qu'il faut un retour vers, j'allais dire, nos racines pour pouvoir forger le Burkinabé nouveau. Mais ça ne suffit pas, parce que la violence a changé de forme. Quand je prends par exemple la parenté à plaisanterie, c'est un des facteurs qui peut maintenir en tout cas un certain équilibre. Mais aujourd'hui, la sociologie même du Burkina Faso a changé. Ce qui fait que les populations qui sont parents plaisants, beaucoup ne sont plus sensibles. Sinon, aujourd'hui, quand je fais le classement des groupes ethniques qui ont plus de parents à plaisanterie, aujourd'hui, si vous faites le point, c'est les Peuls. Ils ont plus de 11 ethnies avec lesquelles ils plaisantent. Voilà. Et vous allez voir, mais la paix
en tout cas, je ne dirai pas ce que je ne vais pas dire, mais la paix n'est... En tout cas, il n'y a pas la sérénité entre ces différents groupes ethniques en ce moment. Donc, ça veut dire que ces mécanismes traditionnels, c'est bien, mais il faut les contextualiser. Et parce que les conflits ont changé de nature. À l'époque de Gourdin, je peux assommer quelqu'un, ça se règle. Mais avec la Kalash, il y a combien de personnes qui doivent tomber? Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut... Vous dites aujourd'hui les mécanismes traditionnels ont leurs limites. Forcément, il faut les contextualiser pour qu'on puisse les exploiter. D'autres mécanismes aussi, il y a peut-être le système, je dis, les mariages qu'on faisait dans le temps. Les mariages pouvaient être utilisés comme un régulateur. Parce que tout simplement, on sait que dans telle famille ou dans tel village, bon, il y a un antagoniste qui est là. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange de telle sorte que les deux qui semblent être les leaders qui peuvent amener l'affrontement, on fait de telle sorte que épouse la fille de l'autre. Et voilà. Mais maintenant, tout ça, c'est à contextualiser. Okay. Donc, pour moi, la solution numéro 1, en tout cas, c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour que les gens rentrent dans les rangs. C'est vrai que les débuts, ça va être un peu compliqué. On va dire que c'est un État contraignant, tout. Mais au finish, les gens comprendront où il faut aller. Et le Burkina va retrouver en tout cas une certaine stabilité. Tant que l'État n'est pas fort, tant que l'État sera faible, tant que chacun peut se rendre justice, tant que les populations sont obligées de s'organiser pour pouvoir défendre en tout cas leur sécurité, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Professeur Kassoum Maïga, sur les mécanismes, il parlait tantôt justement de cet instrument, la parenté à plaisanterie, qu'on a cru... à tort ou à raison, c'est selon qui peut justement pacifier les communautés et qui aujourd'hui, selon Moumouni Zongrana, montre ses limites. Bon, je pense que... Ou est-ce qu'il faut adapter nous sommes dans un... Tous ces mécanismes ne peuvent fonctionner que dans un état stable. Voyez-vous, avant, dans un état stable, qui était la Haute-Volta et le Burkina jusqu'à une certaine époque, le problème allait rarement en justice. Quand il y a un problème entre des individus, il y a toujours ce qu'on appelle l'amiable, quelqu'un qui peut parler aux uns et aux autres, qui essaie de parler aux protagonistes pour faire en sorte qu'on taise et qu'on enterre la hache de guerre. Et si ça échoue, on va passer à l'étape du chef de village. Moi, je me rappelle que quand on était encore à l'école primaire, il y a des problèmes où on venait et le chef de village faisait le tribunal populaire et puis il réglait les problèmes entre les gens. Et quand il donnait la sentence, bon, les gens s'en tenaient à cela. Mais s'il n'y a pas satisfaction, on partait voir le préfet parce que le préfet, il incarne l'autorité de l'État localement. Yeah. Et le préfet pouvait résoudre certains problèmes. Quand vous partez convoquer quelqu'un à la gendarmerie, à la police ou bien à la justice, c'est que c'est le malheur qui s'est abattu sur le village. Et quand on voyait la police, la gendarmerie qui venait pour... on a convoqué quelqu'un, on vient le chercher, mais les gens vont même déserter le village parce qu'ils avaient une peur bleue de la tenue. Donc, c'est-à-dire que les symboles de l'État étaient respectés, où le préfet avait son rôle, où la police, la gendarmerie, où la justice, tout ce système fonctionnait bien et rarement des choses arrivaient à la justice pour être tranchées. Maintenant, si tous les problèmes sont déportés à la justice, on peut comprendre que humainement parlant que la justice elle-même soit débordée par le nombre de cas où chacun est là, chacun tient à avoir raison. Et donc, du coup, quand on va trancher, même si vous savez que vous n'avez pas raison, votre problème, c'est le juge qui a rendu justice, c'est lui qui devient un problème parce que vous allez dire qu'il a tranché en faveur d'un tel. Donc, c'était un échec social d'aller avec tous ces problèmes en justice. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là... Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes à la fin de cette émission. Oui, il faut actuellement restaurer l'autorité de l'État. Et quand je dis restaurer l'autorité de l'État, c'est-à-dire qu'un État ne peut pas être dans un traitement sectaire de ses concitoyens. Il faut qu'on sente que ce n'est pas une application sélective et que de quelque horizon que viennent les violences et les injustices, que l'État traite de façon égalitaire les citoyens
et qu'on rende justice. Comme il dit, il n'y a pas la justice des pauvres et des riches, mais il n'y a pas aussi la justice des forts du moment et des faibles du moment. Donc il faudra qu'on regarde ça. Et lorsque l'État commence à ne pas donner à la justice sa place, ce n'est pas à la justice que l'État ne rend pas service. C'est que l'État ne se rend pas service à lui-même. Parce que c'est l'instrument qui doit instaurer la stabilité et l'ordre normal de circulation entre les individus. Le pouvoir judiciaire n'est pas ex nihilo du pouvoir, enfin, de l'État. Il y a un lien de toutes les façons. Il y a un lien. Merci. Moi, je pense qu'en plus de ce que j'ai dit, il faut dépolitiser l'école, dépolitiser l'armée, dépolitiser la religion, dépolitiser la chefferie coutumière et traditionnelle, dépolitiser l'administration et les réhabiliter. C'est la seule voie pour que l'on puisse... la société. Merci, Moumouni Zungrana. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizebo. Professeur Kassoum Maïga, sociologue, enseignant-chercheur également à l'université Joseph Kizebo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.